Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Jean-Pierre Raffarin donne le cours inaugural de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. L'ancien Premier ministre français a instruit plusieurs jeunes, des responsables d'associations de jeunesse sur les notions du leadership, les conditions, les atouts et les dérives. Il invite la population et surtout les acteurs politiques à convaincre sans violence. Non, le prix du pain n'a pas augmenté. C'était une rumeur démentie par le ministère du Commerce. Mais depuis quelques jours, les réseaux sociaux et même la presse font état d'établissements ne respectant pas le tarif homologué. Le ministère du Commerce était donc sur le terrain pour rassurer à nouveau les consommateurs. Il y a une résurgence de la Covid-19. Les mesures sont renforcées aussitôt. Le dispositif de contrôle sanitaire s'intensifie aux frontières. Une rencontre tenue entre le ministère de la Santé et celui des Transports. Aux entrées terrestres sur le territoire, il faut désormais présenter une attestation Covid négative pour les chauffeurs transportant les marchandises. Et puis toujours pas de nouvelles. Le contact perdu avec un avion ayant décollé ce samedi de l'aéroport de Jakarta en Indonésie. L'appareil qui transportait 62 personnes effectuait une liaison intérieure. Les autorités indonésiennes ont lancé des recherches en mer de Java. Deux chefs de village différents, un homme et une dame qui donnent sa fille en mariage au fils de Posiolo de Socorro. Naki Ferla, dans les sphères donc du pouvoir. Mais l'héroïne a une mission, protéger un patrimoine authentique comme dans toutes les sociétés conservatrices. La transmission des rites initiatiques chez les femmes dans la famille noble Sénoufo. Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne, c'est le titre de l'œuvre de Ansata Ouattara, journaliste et écrivaine prolifique. Elle est l'invitée de la page culture. Bonsoir Ansata Ouattara. Bonsoir Kolo. Alors c'est une histoire réelle entre tragédie et interdit. Avec quel sentiment personnel Ansata a écrit cet ouvrage? Avec beaucoup d'intérêt, parce que comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'un ami, un frère, que j'affectionne beaucoup. Il a bien voulu me passer sa plume pour écrire, étant lui-même écrivain, donc il fallait que je retranscrive son récit avec, sans le travestir, avec toutes les émotions. Et je pense que j'ai réussi à le rendre. Oui, bien sûr, à lire en tout cas le document. Vous êtes resté collé aux faits et vous nous avez donné tous les détails à l'intérieur. On en saura d'ailleurs davantage, Ansata Ouattara. Dans une trentaine de minutes, le temps de voir toute l'actualité. Intéressons-nous au lancement des activités de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, le cours inaugural donné par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, un cours sur le leadership. Il a instruit plusieurs jeunes sur la notion. Des détails avec Abou Sanogo. Auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale au plateau. Salle comble pour ce premier cours inaugural de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Le leadership au centre des échanges entre l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et les jeunes étudiants, jeunes cadres, jeunes militants de partis politiques et jeunes des organisations de la société civile. Jean-Pierre Raffarin les a instruits sur les notions de leadership et de responsabilité politique. Moment de partage d'expériences très enrichissant. Je retiens que le leader, c'est celui-là qui doit être au service du peuple. Le leader, c'est celui-là qui doit être au service de sa communauté afin de développer des idées, afin d'amener tout le monde à être autour de lui. Et cette formation a un tant soit peu changé mes idées parce que je l'ai trouvée très importante et j'ai eu des réponses à certaines questions liées à certaines difficultés que j'ai toujours rencontrées dans la gestion de tous les jours. Moi, à mon niveau, j'ai beaucoup appris. Je vis également les tares qu'il fallait combler, les qualités qu'il fallait avoir pour être un bon leader. Les participants à ce cours inaugural dispensé par l'ancien Premier ministre français qui avait à ses côtés le ministre de la promotion des jeunes et de l'emploi jeune Mamadou Touré et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Dogo Belmonde, ont été édifiés sur les caractéristiques d'un bon leader, les atouts du leader et les dérives du leader. Vous avez entendu, un leader, c'est aussi celui qui sait se transcender et qui sait donc entraîner de façon positive donc, les autres et impacter sa société. Et le maître mot, c'est de faire en sorte que la violence soit bannie du débat politique. Et donc l'Institut va continuer à travailler, de mobiliser deux experts. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter notre petite pierre donc, au renforcement des capacités de ces jeunes. La violence n'est pas une solution politique. Et donc je suis très heureux que cet Institut de la formation politique puisse développer la culture du débat, la culture du respect, la culture de la démocratie, de la politique réfléchi. Et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Que le président Ouattara ait supporté cette initiative,
est très important. On sait que c'est un homme de devoir, on sait qu'il est attaché au développement du pays. Le développement du pays a besoin de la paix civile, a besoin du respect des uns et des autres. Je souhaite vraiment que l'ennemi numéro 1 soit la violence et que le débat soit l'ami de tous. Notons que l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est une initiative de ses anciens compagnons qui vise à pérenniser sa vision, sa philosophie et ses œuvres. Depuis la mi-décembre, une rumeur portant augmentation du prix du pain a enflé sur les réseaux sociaux. De 150 francs, il passerait à 350. Il n'en est rien. Une rumeur démentie par le ministère du Commerce, mais depuis quelques jours, les réseaux sociaux et même la presse font état d'établissements ne respectant pas le tarif homologué. Le ministère du Commerce était donc sur le terrain pour à nouveau rassurer les consommateurs. Le reportage de Franck Quadio. Marcory, zone 4. Un espace à boulangerie-croissanterie. L'équipe du ministère du Commerce est en visite de contrôle sur les réseaux sociaux et même à quelques publications, l'information selon laquelle, ici, on ne respecterait pas le prix de la baguette de pain homologuée fixée à 150 francs CFA circule. Notre maison a ouvert depuis le 14 janvier 2018 et nous avons toujours ce pain fantaisie. Peu importe l'augmentation du prix de la farine, peu importe les augmentations connues des matières premières, on a toujours vendu ce pain fantaisie, parce que ce n'est pas une baguette réellement, à un montant de 300 francs. Donc aujourd'hui, on voit quelques allégations sur les réseaux sociaux, donc on tenait vraiment à éclaircir certains points. Et effectivement, on peut voir le prix affiché de cette baguette, 300 francs CFA. Mais la différence est que ce type de pain n'entre pas dans les canaux homologués à 150 francs CFA. C'est un pain qui est différent au niveau du poids. On est sur un pain qui fait quand même 290 grammes. On y rajoute quelques ingrédients dont nous seuls avons le secret. Visite de l'arrière-boutique pour vérifier la qualité des installations, le four entre autres, puis retour au comptoir pour évaluer la teneur et la consistance du pain. Verdict, le gérant est dans son bon droit. L'information qui circulait sur les réseaux sociaux est fausse. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à plus de responsabilité en évitant de publier, de relayer de fausses informations. Je voudrais donc rappeler à toute fin utile que la baguette de pain en Côte d'Ivoire est régie par une norme. Le poids de la baguette est compris, disons, entre 193 grammes et 228 grammes. Le pain que nous avons pu observer ici a un poids de 286 grammes. Donc il est supérieur à la norme réglementaire. 193 à 228 grammes, le pain de farine boulangère de type 55, le pain homologué à 150 francs CFA que l'on trouve sur nos marchés et boulangeries. Cap donc sur d'autres lieux de vente, escale à Koumassi. Constat similaire. La baguette est de 193 à 228 grammes qui se vend à 150. Voilà. Au-delà de ça, souvent on fait les gros pains, les pains bâtards. Bon, il y a d'autres qui viennent demander, mais ils savent que c'est toujours 150. Ils viennent demander juste si ça va augmenter ou pas. Et vous l'avez dit quoi? Que le prix est toujours à 150, la baguette. Contrôle du prix de vente, mais aussi de l'affichage, c'est l'occasion d'appeler à la responsabilité des citoyens. Le ministère dit être à la tâche et rassure. Comment le pain, le pain baguette, il est à 150 francs CFA. Et depuis ce matin, nous avons fait le tour de toutes les boulangeries. Nous pouvons vous assurer que ce prix-là, il est respecté. Bien entendu, il peut y avoir des problèmes dans le secteur de la boulangerie. Et M. le ministre Souleymane Diarra a convoqué une concertation nationale à cet effet et nous y travaillons. Discussion entre acteurs et tutelles, certes, mais une chose de certaine pour l'heure, le prix du pain est à 150 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Et en cas de non-respect des prix fixés ou de défaut d'affichage, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la loi qui sont, entre autres, une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA et une possibilité de fermeture de l'établissement incriminé. Voilà donc qui rassure. Le fonds de prévoyance militaire apporte le sourire à ces mutualistes admis à la retraite. Ils sont 375 du ministère de la Défense qui ont reçu une enveloppe globale d'environ 2 milliards de francs CFA. On voit la remise de chèques avec Abou Sanogo. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces 375 personnels du ministère de la Défense, dont 58 officiers, 316 sous-officiers et 1 militaire du rang, à la retraite depuis fin décembre 2020, tous issus des armées de terre, de l'air,
de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale. Ils ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan d'épargne retraite mutualiste pour un montant total d'environ 2 milliards de francs CFA. En recevant du fonds de prévoyance militaire leur aide au départ à la retraite, ils récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. Avant, la retraite était perçue comme un cauchemar parce que les militaires partaient les poches vides. Mais aujourd'hui, c'est avec un grand sourire parce que le fonds de prévoyance nous accompagne. Tout en saluant leur riche carrière au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les bénéficiaires ont été invités à ne pas rompre avec le fonds de prévoyance militaire en s'acquittant régulièrement de leurs cotisations. C'est d'abord une fierté pour le fonds de prévoyance militaire de pouvoir faire face à cet engagement. Parce que c'est quand même 2 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour pouvoir payer les aides au départ à la retraite. Donc c'est une satisfaction, c'est une fierté, c'est une grâce pour la direction générale du FPM et puis pour tous les collaborateurs qui travaillent au quotidien à faire fonctionner cette mutuelle sociale. C'est une nouvelle vie qui commence. Sachez faire bon usage des fonds que vous recevrez aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne dans cette merveilleuse vie qui commence. Les cotisations plan épargne retraite mutualiste sont mensuelles et fixées en fonction du grade. Elles sont retenues à la source. Le fonds de prévoyance militaire a pour mission de faciliter aux militaires et gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales. Et comme vous le constatez, la Covid-19 n'est pas terminée. On maintient donc la vigilance par l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé a enregistré 228 nouveaux cas de Covid-19 sur 2863 échantillons prélevés, soit 8% de cas positifs, 86 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 23 482 cas confirmés, dont 22 411 personnes guéries, 139 décès et 932 cas actifs. Et face à cette hausse des cas positifs dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le dispositif de contrôle sanitaire s'intensifie aux frontières. Une rencontre tenue entre le ministère de la Santé et celui des Transports aux 43 points d'entrée par voie terrestre. Il faut présenter désormais une attestation Covid négative pour les transporteurs des marchandises. Des détails avec Salima Toudia. Covid-19, le nombre de cas positifs est en hausse ces dernières semaines. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les rencontres afin de venir à bout de la pandémie. Le plan de riposte est revu, le dispositif de contrôle sanitaire sera renforcé aux frontières. Voilà ce qui ressort de sa réunion avec le ministre des Transports. Il s'agit également de mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire aux 2 autres entrées de l'aérogare Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit des entrées et sorties pour les vols privés et également la sortie du côté de Djeddah. Concernant les passagers à l'arrivée, il faut exiger la prise en charge par les compagnies aériennes des passagers ayant des attestations Covid non conformes. Une sensibilisation devrait donc être faite pour les vols domestiques en vue d'instaurer le même contrôle sanitaire que pour les vols internationaux. Pour les transports en commun, la sensibilisation sur le respect des mesures barrières doit être reprise et intensive. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les mesures prises pour les transports maritimes dans le cadre de la lutte restent en vigueur. Aux États-Unis, la Californie dépassée par le nombre quotidien de morts. À Los Angeles, le coronavirus qui tue une personne toutes les 8 minutes. La Covid-19 a déjà fait plus de 11 500 décès. À cela s'ajoutent des hôpitaux débordés, du personnel à bout de force et des patients atteints de la maladie ou autres traités parfois dans des tentes ou dans un couloir. Alors que l'afflux de malades liés au rassemblement de Thanksgiving n'est pas encore terminé, celui des fêtes de fin d'année fait désormais trembler médecins et infirmiers.
Je vous emmène dans le nord du pays, à Boundiali, qui bénéficie de plusieurs projets de soutien aux communautés. La cérémonie d'inauguration de ces équipements sociaux a lieu jeudi. La ministre Marietou Koné, maire de la commune, exprime la reconnaissance de la population au PNUD, des réalisations qui donnent fière allure à cette ville de la Bagoué. Charles Tatou. Dans le cadre de ces activités en faveur de la lutte contre la pauvreté et du renforcement de la cohésion sociale, le programme des Nations Unies pour le développement appuie les projets de soutien aux communautés. En témoignent les nombreuses réalisations à son actif dans la commune de Boundiali. Il s'agit par exemple de la réhabilitation du foyer des jeunes, de la construction d'un forage au profit des sapeurs-pompiers civils, une source supplémentaire pour le ravitaillement en eau de leurs agents. De même, l'équipement de la mairie en matériel roulant, à savoir 2 tracteurs dont l'un muni d'une pelle chargeuse et l'autre muni d'une benne de ramassage d'ordures. La livraison de tous ces équipements sociaux a permis aux autorités locales de la région, aux responsables du PNUD et à la population de se retrouver pour partager la joie. S'ajoutent à ces appuis majeurs, Madame la représentante, d'autres soutiens en équipement au cours de la période 2017-2019. L'équipement de la mairie en ordinateur de bureau, la réhabilitation et l'équipement de l'Institut de formation et d'éducation féminine, l'équipement en chaises plastiques de l'Association des femmes de Tomourou Samoroso. Madame la représentante résidente, je voudrais donc au nom de la population de Boundiali vous dire merci. Ces appuis s'inscrivent dans le cadre du soutien des partenaires aux efforts du gouvernement pour la consolidation durable de la cohésion sociale au niveau local et du renforcement de la participation des acteurs locaux et des communautés dans les différents mécanismes mis en place afin de promouvoir un environnement pacifique. Coupure du ruban et visite guidée de toutes ces infrastructures sociales qui ont coûté plus de 21 millions de francs CFA ont mis fin à la cérémonie. Quelques mots en sport dans ce journal. Le Comité national olympique remet des bourses et aides financières aux athlètes. Cet appui permettra de préparer Tokyo 2021, nous apprend Hassane Kouassi. Par ce geste, la secrétaire générale du Comité national olympique remet officiellement les bourses olympiques et autres aides financières aux athlètes de différentes fédérations. Au nombre de 8, ces athlètes de taekwondo, du judo, du tir à l'arc et d'aviron pourront désormais s'offrir une préparation efficace et efficiente pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Et visiblement émus par cette marque d'attention, ces fleurons de leur discipline mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. En tant qu'athlète, ça représente beaucoup parce que ça prouve que le travail qu'on se tue à faire n'est pas mis à l'écart, au contraire, qu'on considère notre travail. Donc c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Il faut dire merci au comité olympique parce que c'est un gros soutien qui va nous permettre de résoudre certaines factures pour continuer les compétitions pour la qualification des Jeux olympiques. On va tout donner, se donner corps et âme aux entraînements pour pouvoir être sur le plus haut podium aux Jeux olympiques. Au nom du général Palanfo, président du CNO Côte d'Ivoire, Naminata Fofana estime que le haut niveau requiert beaucoup pour parvenir à ses fins. On ne peut pas atteindre la haute performance si on ne s'entraîne pas tous les jours, parfois 2 fois par semaine. Donc ces athlètes-là qui s'entraînent ainsi et qui dépensent beaucoup d'énergie, c'est sûr qu'ils ont besoin d'apports. À l'image de Cissé Cheikh Salah et Gbagbirut, déjà bénéficié de ce soutien il y a 5 ans, les nouveaux récipiendaires auront l'opportunité de s'entraîner en toute quiétude dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de glaner des médailles olympiques. Dans l'actualité des sports toujours, le tout nouveau champion intercontinental de boxe poids moyen reçu à l'état-major général des armées. L'Ivoirien Youssouf Doumbia présente sa ceinture au général de corps d'armée Lassina Doumbia. Il encourage à poursuivre pour davantage de sacres. Abou Sanogo. Youssouf Doumbia a décroché dans la soirée du 18 décembre 2020 la ceinture intercontinentale IBA, International Box Association, après avoir battu au point l'Argentin Abel Nicolas Adriel. En 2019, il était sacré champion d'Afrique. Le boxeur a donc fait le déplacement de l'état-major général des armées pour rencontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. À son note du jour,
Le chef d'état-major général des armées a dit toute sa fierté de voir émerger une valeur sûre qui porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Lassina Doumbia s'est dit disposé à apporter donc son appui au nouveau champion afin que celui-ci continue d'illuminer les espoirs de nombreux jeunes Ivoiriens qui l'ont érigé désormais en modèle. Pour le chef d'état-major général des armées, il est donc important d'accompagner toutes les initiatives qui visent à promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il a remis à son hôte un souvenir constitué de ses armoiries personnelles. La boxe et l'armée ont des valeurs communes, à savoir la patience, l'endurance, la résilience, la combativité et l'esprit de loyauté. Et c'est donc à ce titre que j'ai souhaité recevoir le nouveau champion intercontinental, le boxeur Youssouf Doumbia. Youssouf Doumbia, pour sa part, a dit sa fierté d'être reçu par une autorité militaire. Il lui a exprimé sa reconnaissance pour les conseils prodigués. Non, franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Avec tous les conseils qu'il m'a donnés, je pense qu'on va arriver encore. Né à Abobo en 1983 et aujourd'hui établi en France, Youssouf Doumbia a résisté à la tentation de représenter son pays d'accueil pour défendre les couleurs de son pays d'origine. Avec les lauriers qui s'enchaînent, il incarne désormais la génération montante de la boxe ivoirienne. Dans le reste de l'actualité, Denis Sassou Nguesso a investi officiellement par son parti hier. Le président congolais, 77 ans, officiellement candidat au scrutin présidentiel de mars 2021. Le parti congolais du travail dit œuvrer pour sa victoire. Le camarade Denis Sassou Nguesso incarne l'espoir de tout un peuple de vivre dans un Congo toujours en paix, affirme le secrétaire général du parti. Face à lui, deux autres candidats sont déjà déclarés à la présidentielle, dont Mathias Nzong, son ancien ministre des Finances. Et puis toujours pas de nouvelles. Le contact a été perdu avec un avion ayant décollé ce samedi 9 janvier de l'aéroport de Jakarta en Indonésie. L'appareil qui transportait 62 personnes effectuait une liaison intérieure. Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer du Java. Des bateaux ont été déployés sur le site du probable accident du Boeing. Le périmètre de recherche des marines et des secours indonésiens est désormais précis. Comme tous les samedis, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la culture. Il s'est tenu récemment l'exposition Pièces uniques à la Fondation Janine Diagou. L'artiste peintre Jacob Bleu, un des 3 exposants, prône la paix. Il a consacré une dizaine de tableaux au vivre ensemble. Des designers ont aussi exposé leurs œuvres. Le reportage de Issa Tionayo. La paix, condition préalable à tout développement. Le peintre Jacob Bleu l'exprime à travers des tableaux dans une exposition dénommée Pièces uniques. Des guerriers, des danseurs, des initiés. Bref, le pinceau de Jacob Bleu symbolise le vivre ensemble. Les œuvres qui sont ici à cette exposition présentent tout ce qu'il y a autour de nous comme tradition. C'est un ensemble de tableaux qui nous engagent véritablement sur le chemin de la paix. Dans cette harmonie recherchée par l'artiste, l'utilisation des couleurs revêt une importance capitale. Tout ce qui relève des zones forestières, nous avons des couleurs vertes. Et puis tout ce qui relève des zones sahéliennes ou, je dirais, de la savane, nous avons les couleurs assez chaudes, poussiéreuses, des tons ocre et tout ça. Avec ça, nous avons du bleu qui porte vers l'espérance, vers la pacification, et puis quelques touches de rouge éventuellement pour animer quand même la toile, parce que le rouge, c'est la vie. Les designers Vincent Niamien et Amès apportent également leur touche à l'exposition Pièces uniques. Leur savoir-faire et leur création montrent que le bénisterie est un art à mettre en exergue. On ne peut pas créer des objets qui ne peuvent pas plaire à quelqu'un. Ça, c'est une œuvre d'art, c'est normal. Ça, c'est moi, ma conception. Mais quand on rentre en design pur avec des gens, on est obligé de les caresser dans le sens du poil et puis avoir leur regard. Et une fois qu'on a leur regard, avec ce qu'on a, on essaie de biaiser et puis de faire quelque chose à leur niveau. Des tableaux et œuvres appréciées du public. J'ai aujourd'hui un nouveau regard sur ce que je vois. Et j'avoue que je suis vraiment très impressionnée par les œuvres de M. Jacob Bleu, mais aussi des meubles de M. Amès, que j'admire vraiment beaucoup. Il était important pour nous de dédier un espace vraiment aux jeunes artistes
Ivoiriens comme Africains. Jacob-Bleu est un grand peintre pluridimensionnel. Il était important que nous commencions à en voir plus. L'exposition Pièces uniques a permis au public de contempler une dizaine de tableaux de Jacob-Bleu et des objets des designers. Le Djaka Festival a refermé ses portes dans le mois d'août, une rencontre qui fait la promotion des cultures d'Ida et Gaudier, danse du terroir, jeux ancestraux et partage entre fils de la diaspora, locaux et autres visiteurs. Cette 9e édition du Djaka Festival aura permis aux différents intervenants de parler cohésion et brassage des peuples. Franck Adio. C'est autour des valeurs du Wallon, l'amour langue d'Ida, que s'est déroulée la 9e édition du festival Djaka dans la ville de Divo, la capitale du Lodjibois. Venons ici et chantons l'hymne de l'amour, parce que cette année c'est l'édition de l'amour. Parce que si vous vivez ensemble et que vous ne vous aimez pas, c'est comme si vous ne vivez pas ensemble. Et nous voulons que dans la région, que les uns et les autres se mettent ensemble dans l'amour, la fraternité, pour que nous puissions tous aller au développement. Le Djaka, ou encore la joie, festival des agricultures des peuples d'Ida, Gaudier, Ega, Avikam, Aïzi, Neyo et leurs alliés venus dans l'ONU, les Achans. Le tchitra et autres abbés culinaires sont mis en avant. De même, le costume, téné. La tenue typique d'Ida à base à d'écorce, le filet et la hotte, symbole traditionnel de la pratique sociologique des Dida Gaudier. Il y a aussi les inévitables danses du terroir. Le commissaire général Alessandra Drama-Johnsis a pour sa part salué l'apport des participants venus de la diaspora, mais surtout le soutien du maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, parrain, et celui du président du conseil régional de Lodjibois, Zapa Kobena Roulant. Sur 4 jours, tradition et modernité, le Djaka a été pleinement vécu. Je fais la promotion du pagne raffia, qui est le pagne du terroir Dida. Vous savez, le Dida, il est un peu timide et caché. Et le Djaka Festival nous fait connaître en principe. Donc moi, je pense que c'est bienvenu. Le Djaka, c'est notre culture. Aujourd'hui, je suis fier à ce que ça revienne parce que si ce n'est pas revenu, je crois que ça va se perdre. Djaka Festival, l'édition 2020, la 10e, aura lieu dans le mois d'août à Divo. Et on retrouve l'invité de la page culture, Anzata Ouattara, Ferla, où le dernier maillon de la chaîne, c'est l'œuvre publiée donc en novembre 2019. On parle de Ferla, mais Anzata, allons retrouver d'abord Wassa, sa mère, fille unique de Minata, une chef de village. Wassa donné en mariage dans une autre contrée à Doupo, fils de Possielo. La vie n'a pas été facile pour elle là-bas à Sokoro jusqu'à sa tragique disparition, alors qu'elle donnait naissance à Ferla. Alors Minata a-t-elle raison quand elle accuse le chef Possielo de trahison pour avoir manqué de respecter cette promesse, protéger sa fille? Alors, je pense que Minata a effectivement raison parce que faut dire que le peuple Sénoufo, à l'époque, ne s'engageait dans aucune activité sans consulter les oracles. Donc, à chaque fois qu'elle devait faire quelque chose, et même le chef Possielo, ils étaient obligés d'avoir recours à des oracles. Et les oracles ont confirmé à Minata que c'est bien ses rivales qui, par la magie noire, ont réussi à tuer Wassa. C'est ce qui a conforté Minata dans sa position. Oui, Minata qui a quitté son village et est revenu comprendre les circonstances dans lesquelles sa fille était décédée. Alors... Oui, parce qu'en fait, le roi Possielo avait promis qu'il allait prendre soin de sa fille. Et donc, c'est une promesse qui n'a pas été tenue et c'est une parole qui n'a pas été respectée. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment important de respecter la parole donnée. Alors, on va regarder donc avec Franck Wadio juste un résumé et on se retrouve juste après. C'est l'histoire d'une épopée, d'un parcours initiatique, d'une culture donc, celle des Sénoufos du village de Sokoro, une tribu de forgerons, Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne. Un récit qui fonctionne comme un écrit rapporté par un second auteur. Ici, le récit empreint d'originalité est conté par Sekou, fils de Ferla, l'héroïne. Mais qui est-elle? Ferla est une héritière royale dont la naissance va permettre de sauver l'honneur de sa contrée. Son nom signifie enlever la honte,
celle du déshonneur pour le village de Sokoro, la honte de ne pas connaître de descendance royale. Le sachez, car certains vont jusqu'à affirmer que votre fils Dogo serait impuissant. 120 pages de tests rythmés qui est à la réalité une approche des faits actuels liés à la condition de la femme. Le décor baigne dans l'ambiance du 19e et du 20e siècle, un passé si proche car l'auteur n'est pas avare dans l'utilisation des symboles cultuels et traditionnels. Dans cette œuvre, la femme est forte et charismatique. On dira que c'est une ode à la femme dans son authenticité et une exploration de ses capacités. Anzata Ouattara décrit l'Afrique, une Afrique en proie à l'héritage religieux, avec ses dogmes et ses mœurs. Bref, une œuvre pour aider à l'introspection, c'est-à-dire l'interrogation sur soi. Franck Kouadio en parlait à l'instant et dans votre ouvrage, il y a ce fait marquant. Minata qui dirige un village qu'on appelle Minata Dougou, quand son époux décède, déjà dans les années 1900, on peut dire que les femmes avaient déjà à cette époque-là le pouvoir de décision. Oui, effectivement, parce que contrairement à ce qu'on pense, on se dit que le leadership, c'est aujourd'hui qu'on l'enseigne, alors que déjà à l'époque, il y avait des femmes assez charismatiques comme Minata qui dirigeaient tout un peuple et avec la bénédiction des populations. Au décès de son mari, c'est naturellement que le peuple a bien voulu installer Minata à la tête de ce village qu'elle a dirigé sans armée, mais dans la paix et la cohésion. Et elle servait même de médiateur pour les contrées voisines. Oui. Des contrées voisines. Donc c'était une femme qui a réussi à marquer son temps, mais malheureusement, je veux dire qu'on ne l'a pas connue comme Abla Pokou ou la reine du Yénéga, alors que Minata a mené une bataille pendant longtemps, et comme je le disais, sans armée, et pourtant, rien qu'avec le dialogue, elle a réussi quand même à créer la cohésion au sein des populations de l'époque. Oui. Alors, la vie, pour revenir à l'ouvrage, la vie n'a pas été vraiment facile pour Ferla également, puisque sa grand-mère Minata dont on parle va finalement finir par disparaître. Elle s'en sort plutôt bien avec le mariage, avec ce cheminot, Doumbia. Elle a eu 5 filles et un garçon, dont Sekou, qui vous relate les faits. Oui, c'est Sekou qui m'a relaté les faits. C'est un grand frère et... c'est un ami qui a bien voulu me permettre de faire ce détour-là du côté de la tradition Sénoufo à travers ce rite initiatique dédié aux femmes Sénoufo nobles, il faut le préciser, et qui, pour finir, je vais dire malheureusement, la chaîne de transmission va se couper à un moment donné et oui. C'est ce qu'on va chercher à découvrir dans l'œuvre. Dans l'œuvre. Alors, c'est également une vie qui a été difficile, on l'a dit tout à l'heure, pour Ferla. C'était ce qui était finalement sa destinée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je crois qu'on peut dire ça comme ça, mais en même temps, ce sont des leçons de vie et elle a appris beaucoup à travers le rite initiatique qui était si cher à Minata, parce qu'elle a tenu à ce que Ferla soit vraiment enseignée sur les différentes composantes du rite initiatique. Aujourd'hui, ça semble banal, parce que ce sont des petites choses. Quand on dit, par exemple... On en parlera, mais je pense que dans l'ouvrage, il faut également saluer une autre héroïne, c'est Penguin. Penguin, l'esclave affranchi, oui. À qui Minata a finalement donné cet héritage, ce rite, pour qu'elle retransmette ensuite à Ferla. Alors, je pense que dans cette œuvre, ce qui me touche vraiment, je veux dire, c'est la sincérité des personnes. Et c'est la parole donnée qu'on ne pouvait pas trahir, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elle a transmis un trésor inestimable à Penguin. Et elle lui a demandé de ne pas l'utiliser. Parce que pour elle, elle n'était pas de famille noble, elle était esclave. Donc, elle n'avait pas droit à ce rite initiatique. Mais ça pouvait servir à Penguin, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait donné sa parole à Minata. Donc, elle a gardé ce rite qu'elle devait transmettre, une mission qu'elle devait transmettre à Ferla seulement à l'âge de la puberté. Et elle y tenait. Au soir de sa vie, bien que Ferla soit loin de leur contrée, elle a tout fait pour que Ferla soit là. Elle a même consulté des oracles de sorte à ce que, mystiquement, de par leur science, on fasse revenir Ferla dans la contrée pour pouvoir lui transmettre ce rite initiatique. Et après ça, elle est partie tranquillement. Alors, comment on peut comprendre que Ferla, finalement, elle ne soit pas retournée dans le village de son père, à Sokoro, et quand elle y retourne, elle est accueillie vraiment difficilement et est obligée, on va dire ainsi, de s'exiler?
Alors, c'est à la mort de... Je veux dire, c'est peu avant sa mort que Ferla a connu sa vraie histoire. C'est là que Penguin lui a raconté son histoire parce elle a toujours pensé que Penguin était sa mère. Donc, c'est au soir de sa vie qu'elle a tenu à raconter toute l'histoire, son histoire à Ferla. Et c'est avec beaucoup de peine qu'elle a appris que cette dernière n'était que sa servante en réalité. Elle a tenu quand même à connaître ses origines. Donc, elle est retournée là où son père a vécu pour connaître son père. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, son père était déjà décédé. C'est le jumeau de son père qui tenait les rênes du pouvoir. Et elle a été bien accueillie par les populations parce qu'elle avait tellement de notoriété que ça effrayait sa famille paternelle, au point où elle n'était pas la bienvenue. Que Ferla était l'héritière, on peut le dire, elle était l'héritière du trône de Sokoro. Oui, on peut le dire comme ça, parce que quand elle est arrivée, parce que sa mère était une très belle femme, bien que chez le Sénoufo, la beauté physique n'a pas vraiment d'intérêt. Oui, chez le Sénoufo, c'est vraiment l'ardeur au travail et les scarifications, il faut le dire. Mais quand même, Ouassa avait marqué les esprits. Et donc, quand elle est revenue, tout le monde relatait les faits passés en disant que c'est la fille de celle qui était venue, qui était belle, qui avait été tuée par... Donc, tout le monde s'est pris de compassion vis-à-vis de Ferla, ce qui a dérangé ses cousins et puis son oncle, qui n'a pas souhaité qu'elle reste là. Elle a compris le message et elle est repartie à Bobo-Dioulasso avec son époux, où elle a recommencé une autre vie. Oui, et c'est après qu'elle est revenue donc à... Mais Minata, ne nous en voudrait pas, Nzata Ouattara, si on vous demandait de nous dire c'est quoi exactement ce rite initiatique? Alors, en gros, c'est des petites choses, comme je disais, mais en même temps, aujourd'hui, ça semble banal, mais en même temps, je dirais que ce sont des cours de leadership. Franchement, ce sont des cours de leadership parce qu'on apprend, à travers ce rite initiatique, à la femme à se prendre en main, à être consciente de ses pouvoirs. Quand on dit à la femme, par exemple, qu'elles ont un pouvoir et elles sont capables, rien que par leurs émotions, à rendre à un homme impertinent, si je peux le dire, son impertinence. Voilà, un homme qui s'est mal comporté vis-à-vis d'une femme, rien qu'avec ses émotions, elle peut lui rendre la vie dure. Est-ce que c'est vraiment aussi banal que ça? Parce que Ferla, bien qu'étant à Abidjan, se retrouvait très souvent dans son village où elle est appelée par les populations pour, par exemple, implorer les dieux pour qu'il pleuve, etc. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de principes de vie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de principes de vie dans le rite initiatique. C'est un peu comme le poro dans le bois sacré Sénoufo pour les hommes. Pour Ferla, on apprend en fait à la femme, comme je le disais tantôt, à se prendre en main, d'être consciente de ce qu'elle vaut et de se prendre en main. Déjà à l'époque, sans des instructions, parce qu'aujourd'hui, les cours de leadership, on paye cher pour les avoir. Mais déjà à l'époque, on apprenait déjà aux femmes à se prendre en main. Et les femmes nobles, c'est dit que ce n'était pas dédié à n'importe qui. Par exemple, Penguin, elle était esclave, elle n'en avait pas droit. Et Ferla, en tant que noble, elle avait droit à ce rite initiatique. Et elle en était consciente au point où même quand son mari, son premier époux, lui rendait la vie dure, elle n'a pas voulu utiliser le rite initiatique. Alors finalement, contrairement au titre, peut-être je vais me permettre, est-ce que Ferla est vraiment le dernier maillon de la chaîne, puisqu'elle va transmettre donc tout ce savoir, non pas à ses filles, en qui elle estime qu'elle n'a pas suffisamment confiance, mais à Sékou, son fils. Est-ce que c'est donc Ferla qui est le dernier maillon de la chaîne? Alors, je pense que toute l'histoire de ce roman se retrouve là. Le dernier maillon de la chaîne, je ne saurais vous dire, mais je crois que je fais une ouverture parce que Sékou même, c'est pas réellement qui est le dernier maillon de la chaîne. Parce que c'était une décision de Ferla. On ne sait pas vraiment ce qui a motivé Ferla à ne pas transmettre le rite initiatique à ses filles. Mais comme elle le dit, ce sont tous ses enfants. Elle les aime les uns aussi bien que les autres, mais elle a souhaité que c'est Sékou
qui détiennent ce secret du rite initiatique parce que... Et Sékou qui prend le rite initiatique mais qui a du mal à le transmettre à sa première fille, sa première fille qui n'y croit vraiment pas du tout. Oui, parce que... Donc se pose là un problème peut-être de mariage entre la tradition et le modernisme. Oui, effectivement, parce que je crois que Sékou l'a pas habitué. Malheureusement, on ne pourra pas en dire plus long. Merci Anzata Ouattara. On va juste s'arrêter là et peut-être continuer plus tard. Anzata Ouattara, journaliste, écrivaine, auteur de Le Ferla ou Le Dernier Maillon de la Chaîne, publié en novembre 2019, un roman qui relate un fait réel dans le nord du pays, la transmission des rites initiatiques chez les femmes dans la famille noble Sénoufo. Simple, fluide, comme un bon jus de fruits, ce livre se laisse boire. Je vous invite donc à la lecture pour vous en faire une idée beaucoup plus complète. Merci d'avoir suivi cette édition. On se quitte avec cette citation que j'ai justement retenue dans cet ouvrage de Anzata Ouattara. Une mère poule ne secoue jamais le sol dans l'optique d'en ressortir ce qui est nocif pour ses poussins. Dieu le voulant, on se retrouve demain.